Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, chers amis, je suis vraiment très heureuse d'introduire cette table ronde qui est organisée en partenariat avec le think tank de politique étrangère suisse Forhaus, merci beaucoup à vous, et le département de droit économique de l'Université de Fribourg dans le cadre de la célébration de la Journée du droit. Merci à vous. Alors 2023 est une date anniversaire importante pour les fondements juridiques de nos deux pays puisqu'elle marque le 175e anniversaire de la Constitution suisse de 1848 et le 65e anniversaire de la Constitution française du 4 octobre 1958. C'est précisément pour ce second anniversaire qu'une journée est organisée pour la première fois par les ambassades et instituts français dans le monde qui vont accueillir des événements à thématique juridique pour célébrer cette institution essentielle de nos sociétés démocratiques. Ces événements mettront en lumière des sujets aussi divers que le droit international public, les droits humains, le droit constitutionnel, le droit du commerce international ou encore la propriété intellectuelle à l'heure de l'intelligence artificielle. En Suisse, nous avons souhaité faire porter le débat sur le thème de la conformité vis-à-vis des normes de responsabilité sociale des entreprises et sur le devoir de vigilance. C'est un sujet très actuel et important pour les entreprises du continent et notamment pour les entreprises suisses qui participent à des chaînes de valeur européennes. Des échanges entre la Commission européenne et le Parlement européen devraient en effet permettre, d'ici la fin de l'année, l'adoption d'une directive sur le devoir de vigilance aux entreprises. Bien que non membre de l'Union européenne, vous aurez pu me dire, mais pourquoi la Suisse ? Effectivement, et de l'espace économique européen, la Suisse sera pourtant directement impactée par cette conformité européenne, puisque les entreprises européennes devront également veiller à ce que leurs partenaires commerciaux répondent à ces normes. Les entreprises suisses, qui nourrissent des échanges commerciaux et humains entre la Suisse et l'Europe et participent à notre prospérité partagée, appartiennent en effet, de fait, à un espace juridique économique européen. En Suisse, nous avons souhaité organiser cette journée avec deux partenaires de grande valeur pour notre ambassade, deux partenaires que nous saluons et que nous chérissons. Il s'agit de l'Université de Fribourg. Nous avons une relation ancienne qui se renforce avec cette université. Nous avons fêté cette année les 25 ans du double master avec l'Université d'Assas. L'université accueillera le 27 novembre prochain M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, ancien ministre et ancien commissaire européen, pour une conférence sur l'économie politique. Avec Forhaus, nous avons initié depuis un an un partenariat solide. Au printemps dernier, nous avons lancé un format nouveau de débat d'idées avec les Corner House Dialogue à Berne, à regard croisé, Suisse, France, Autriche, sur la place de la Suisse en Europe. La première édition a porté sur la communauté politique européenne à la veille du sommet de Chisinau. Le prochain rendez-vous aura lieu le 8 novembre et portera sur les enjeux géopolitiques du climat à la veille du One Planet Summit à Paris, consacré aux pôles et aux glaciers et auquel, bien sûr, la Suisse est invitée en la personne du président de la Confédération. Mesdames et messieurs, nous sommes honorés d'avoir aujourd'hui à cette table ronde la professeure Marianne Frison-Roche. C'est un grand honneur que vous nous faites, madame. Il y a une grande amitié de venir de Paris. La professeure Isabelle Chablos, qui nous accueille chez elle, à Fribourg, et M. Renaud Roussel, qui dirige la filiale suisse du groupe français Colas, un des premiers groupes leaders mondiaux du BTP, et qui est résolument engagé dans une démarche RSE. Regard d'expertes et regard d'un acteur du monde de l'entreprise, donc, qui pourront se confronter et se compléter sur cette thématique dont l'importance est croissante dans nos sociétés, et qui exige un développement économique durable, respectueux des hommes et de l'environnement. Idriss Abdelkhaled, jeune expert franco-suisse du Forhaus et doctorant à l'université, présentera plus en détail le parcours de nos intervenants et animera avec brio, j'en suis certaine, cette table ronde. Donc c'est une journée du droit, c'est aussi la journée qui a été souhaitée par le ministère des Affaires étrangères français, c'est la valorisation du droit français, mais au-delà du droit écrit, du droit romain,
Et donc je crois que nous sommes entre de bonnes mains aussi pour le promouvoir dans ce lieu qu'est l'Université de Fribourg. Et je suis certaine que entre vous, vous allez pouvoir nous intéresser à ce thème si actuel, si important, qui est aujourd'hui le devoir de vigilance. Et à vous maintenant de jouer. Merci à tous. Merci Madame l'ambassadrice pour ces mots de bienvenue. Donc j'ouvre maintenant notre discussion, notre table ronde de ce soir. Nous avons eu au niveau de l'Union européenne l'avènement du Green Deal, je pense que ça a échappé à personne, avec l'adoption récente passablement de directives, de règlements. Mais nous n'avons pas seulement eu le Green Deal, nous avons eu aussi au niveau de l'OCDE ou de l'ONU passablement de développement en la matière, lié de près ou de loin à la question de la durabilité. Dans le cadre de la discussion de ce soir, il y a principalement deux textes qui vont peut-être très sûrement occuper nos discussions, l'un plus que l'autre. Le premier qui est assez récent, dont on a passablement parlé, c'est la nouvelle directive qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, la CSRD. Et puis, on a toujours en gestation, en discussion, maintenant au niveau du Parlement européen et du Conseil, qui sont arrivés maintenant à leurs positions respectives pour aller de l'avant sur ces questions, la CS3D, qui est le projet de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité sur leur chaîne de valeur. Et c'est principalement ce soir, nous allons nous arrêter sur cette question de durabilité sur la chaîne de valeur. Cette directive est évidemment, comme l'a énoncé Madame l'ambassadrice, européenne, mais au-delà de la question de l'Union européenne, il est intéressant de se demander quelles conséquences pourrait avoir cette future directive pour les entreprises suisses qui sont elles-mêmes actives dans l'Union européenne. Et puis, à part la définition de cette notion de vigilance que nous allons aborder ce soir, l'influence sur les entreprises suisses, il est aussi important d'avoir un aperçu de la pratique des entreprises, comment est-ce qu'elles mettent en œuvre cette question de durabilité sur la chaîne de valeur. Pour discuter ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Madame la professeure Marianne Frison-Roche, Madame la professeure Isabelle Chablot et Monsieur Renaud Roussel. Donc je vais débuter avec vous, Madame la professeure Frison-Roche. Bienvenue à l'Université de Fribourg, je réitère une cordiale bienvenue à notre université. Vous êtes agrégé des facultés de droit et spécialisé dans le droit de la régulation et de la compliance. En 2001, à Sciences Po, vous avez créé le master de droit économique, le forum de la régulation ainsi que la chaire de régulation. 8 ans plus tard, en 2009, vous avez fondé The Journal of Regulations and Compliance, que vous dirigez. Et le Journal of Regulation and Compliance organise de nombreuses manifestations scientifiques et publie des ouvrages chez des éditeurs, les plus grands éditeurs et éditeurs variés. En 2023, cette année, vous avez fondé l'École européenne de droit de la régulation et de la compliance. Et au titre de ces activités éditoriales, vous dirigez chez Dalo la collection Cours Dalo droit privé, la collection Régulation et Compliance. Et chez Brillant, vous dirigez la collection Compliance et chez l'Extenso, la collection Droit et Économie. Vous êtes autrice d'environ 600 publications, vous organisez régulièrement des manifestations scientifiques sur ces questions, et bien sûr, la preuve en est ce soir que vous participez activement au débat académique et au débat public sur ces questions. Donc cette idée, si maintenant nous arrêtons un peu sur la notion de vigilance, donc cette idée d'un devoir de vigilance se retrouve en droit français, dans la loi du même nom du 27 mars 2017. Donc pourriez-vous un peu nous éclairer sur ce qu'implique ce devoir et comment est-ce qu'il se concrétise dans l'ordre juridique français et puis comment est-ce qu'il va sûrement se concrétiser dans la future directive européenne. Merci. Merci beaucoup de cette invitation. D'abord, je suis particulièrement sensible. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Je ne sais pas trop si je vais pouvoir vraiment expliciter ce que c'est que la vigilance, mais en quelque sorte, pour aller dans le sens de Madame l'ambassadrice,
Je dirais presque que c'est la loi française de 2017, dite loi vigilance, qui a inventé la notion de vigilance. Il y a beaucoup de gens qui ont été très mécontents. Il y en a quelques-uns, pas beaucoup, qui ont été très contents, mais dont acte, c'est le législateur français, à l'étonnement de beaucoup, qui l'a inventé. Et pour l'instant, on ne sait quand même pas trop ce que c'est, ni les conséquences que ça va avoir. Certains disent que ce sera un paradis, d'autres disent que ce sera une catastrophe, mais en tout cas, tout le monde dit que c'est quelque chose de très important. Donc ce qu'on m'a demandé, c'est effectivement d'essayer quand même d'un peu expliquer ce que peut être cette invention française qui est le devoir de vigilance. Je vais le faire en 4 points rapides. Tout d'abord, le devoir de vigilance, c'est une notion juridique précise. Parce que la notion de RSE, dont d'autres parleront, n'est peut-être pas très précise, alors que la notion de devoir de vigilance renvoie désormais juridiquement à quelque chose de précis, de clair, de simple et de nouveau. C'est né par la loi. La France est un pays de la loi, du législateur, et le 27 mars 2017 est parue cette loi avec un titre très clair, imposant, je cite, un devoir de vigilance des sociétés mères et des expressions dont on n'avait jamais entendu parler et des entreprises donneuses d'ordre. Sa lettre et son esprit sont simples et nouveaux. C'est simple parce que ces entités, car ça ne vise que les grandes entreprises, ces entités sont obligées de, je cite, détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains à travers toutes les chaînes de valeur dont elles sont les maîtresses. Les chaînes de valeur, c'est une notion qui n'est pas très facile à déterminer, mais ce sera par exemple les chaînes d'approvisionnement. Vous voyez que dès que ce n'est pas très facile à déterminer, ça donnera du pouvoir aux juges. Chaînes de valeur au sein desquelles elles sont au sommet, c'est elles qui tiennent la chaîne de valeur, soit parce qu'elles sont au sommet juridiquement, ce sont les sociétés mères, soit plus factuellement parce que c'est elles qui donnent les ordres. Et ces grandes entreprises, dans la loi de 2017, elles doivent agir maintenant et tout au long de cette chaîne, c'est-à-dire au-delà des frontières. C'est une loi qui ne connaît pas les frontières, pour que quelque chose que l'on craint dans le futur, une catastrophe environnementale, une catastrophe pour les droits humains, par exemple une usine qui s'effondre et qui fait de nombreuses victimes, cela n'arrive pas. On ne veut pas qu'à l'avenir ça arrive. C'est donc un but monumental puisqu'on veut tenir l'avenir dans un but monumental négatif. Et c'est nouveau. C'est nouveau, c'est une prétention politique. On va demander aux entreprises d'agir parce qu'on leur ordonne, ça demande de force, ou bien d'agir parce qu'elles le veulent aussi, parce qu'elles ont une responsabilité sociétale, elles le feront de gré. Parce que le futur, on l'exclut quand c'est une pollution catastrophique, quand c'est un accident catastrophique, on ne veut pas que ça arrive. C'est donc une responsabilité de l'entreprise, mais pas une responsabilité ex ante, celle qui arrive quand l'entreprise a causé un dommage et on lui dit tenez, vous allez donner des dommages et intérêts par nombre de cadavres, par nombre de rivières polluées. Non, c'est une responsabilité ex ante. Il faut qu'elle agisse pour que les ouvriers continuent à ne pas avoir de bras amputés, pour que les rivières continuent à être pures. Et par nature, l'obligation a une portée extraterritoriale parce que le devoir de vigilance suit la structure même de la chaîne de valeur qui va de pays en pays. Mon deuxième point, c'est que effectivement est en train d'émerger une directive européenne, la CS3D, ce qui correspond à un nom anglais, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Cette directive qui reprend l'esprit de
la loi française, moins sa simplicité, parce que si vous plongez dans le texte de cette directive, là, vous allez la trouver terriblement compliquée, car la simplicité française a été oubliée au passage. Et comme la loi française, la directive est très discutée dans son principe même, et son sort est d'ailleurs actuellement très incertain, parce qu'elle a été votée par le Parlement européen le 1er juin 2023. Elle est actuellement au stade du trilogue et elle est très disputée sur des points très importants. Par exemple, son extension possible aux petites et moyennes entreprises. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que ce dispositif n'est supportable que par les grandes entreprises, sociétés mères et sociétés donneuses d'ordre, qui peuvent supporter cette responsabilité ex ante, alors que les petites et moyennes entreprises, elles vont en mourir. Et on ne sait même pas si cette directive va être adoptée. Mais à la supposer, l'entreprise demeure, et ce terme de due diligence est très exemplaire parce qu'il s'agit de demander aux entreprises de faire des diligences, de faire des meilleurs efforts, cela, mais pas plus que cela. La nouveauté, vous venez de le dire dans votre présentation, c'est que dans cette appellation de la directive, on insiste sur la durabilité, qui était une notion qui n'existait pas nécessairement dans la loi française, car on veut que l'entreprise donneuse d'ordre assure par cette sorte de police préventive qui va vivre continuellement tout au long de la vie de la chaîne de valeur, une durabilité tout au long des chaînes de valeur, et à travers elle, non seulement la durabilité de la chaîne de valeur, mais tout simplement, quel but monumental, la durabilité de la planète, avec une détection des risques environnementaux, avec une prévention des catastrophes environnementales et avec une prévention des dommages systémiques, parce que ce sont des lois systémiques en la matière, mais également une durabilité des valeurs humaines en Europe. C'est pour ça que ça porte l'idéal européen, avec une détection des risques sur les droits humains, avec une prévention des risques systémiques qui sont la mort de beaucoup d'êtres humains, et cela, l'Europe y est sensible. Et pour ma part, j'aime énormément cette directive, comme j'aimais déjà la loi de 2017. D'ailleurs, le devoir de vigilance n'est lui-même qu'un élément de ce que l'on peut appeler, et avec fierté, un plan européen. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, la CS3D, c'est un texte gémellaire. Un texte gémellaire de la CSRD, qui est là aussi un sigle pour la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui oblige les entreprises de faire une information extra-financière en demandant ce qu'elles font en matière d'environnement, qu'est-ce qu'elles font. Et ça va transformer, c'est en train de transformer complètement l'audit sur les rapports de durabilité. Bien sûr, certaines entreprises protestent, soit sur le principe même, en disant que c'est pas à elles à sauver le monde, que ça serait peut-être aux États. Et puis, elles protestent plus concrètement encore en disant que c'est pas à elles de payer tout ça. Et puis, elles protestent aussi sur les modalités parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et comme c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop incertain. Et elles pourraient dire, elles le disent parfois, mais rendez-nous la simplicité du droit français, rendez-nous Portalis, qu'on y comprenne quelque chose, que ce ne soit pas le règne des juristes et des professeurs de droit. Mon troisième point, c'est que précisément, pour en saisir la portée, pour y comprendre quelque chose, pour maîtriser cet esprit, il faut replacer ce devoir de vigilance dans ce qui est en train d'émerger et que pour ma part je trouve magnifique et où on sent bien l'esprit français et l'esprit européen, ce que l'on appelle le droit de la compliance et le droit de la régulation, et que l'on appelle parfois le droit de la conformité. En effet, pour dépasser ce caractère très compliqué, tout à fait vrai, des instruments qui sont ici la CSRD, la CS3D, pour comprendre et pour anticiper ce qui va se passer, il faut le replacer dans une branche du droit nouvelle qui est en train d'émerger. C'est très rare de voir naître une branche du droit. Le droit de la compliance qui comprend notamment
le devoir de vigilance, mais comprend aussi par exemple la lutte contre la corruption, car tous les instruments de vigilance ont été décalqués en 2017 sur la loi prise l'année précédente, qui était la loi Sapin 2 2016, et qui prévoyait déjà des alertes, des plans, des protections. Ce sont exactement les mêmes instruments. Et la loi Sapin 2, c'est une loi de compliance. Mais on peut citer aussi la lutte contre le blanchiment, le contrôle des contenus numériques. Vous avez peut-être entendu parler de textes extrêmement importants du DSA. Et tous ces textes sont tous à effet extraterritorial et ils sont tous associés à des autorités publiques de supervision. Ce droit de la compliance, il ne part pas des instruments qui sont très compliqués, plan de vigilance, audit, alerte, évaluation des tiers, etc., qui sont difficiles à manier. Il place sa normativité qui est très simple dans les buts qui sont recherchés politiquement. En cela, c'est du droit économique, je parle sous votre contrôle. Il suit les buts, il est de nature téléologique, comme par exemple le droit de la concurrence, dont la normativité est dans les buts. Et ces buts sont monumentaux par leur dimension systémique. Vous voyez, il faudrait au moins 600 ou 700 pages pour vous le détailler. Mais je ne vous le détaillerai que d'une phrase. Ces buts sont monumentaux par leur dimension systémique, par leur ambition politique, qui est de prévenir la catastrophe climatique qui peut faire disparaître la race humaine, ou bien par exemple obtenir l'effectivité des droits humains. Et le politique, la loi, va en charger les entreprises. Pourquoi ? Pas parce qu'on pense que les entreprises sont méchantes, pas parce qu'on pense qu'elles vont commettre ces dommages, non. Parce qu'elles sont les seules en position d'agir effectivement, efficacement, maintenant. Pourquoi ? Parce qu'elles ont l'information, parce qu'elles sont implantées, parce qu'elles ont la technologie, parce qu'elles ont les collaborateurs, parce qu'elles ont l'argent. Et donc on va leur demander, en leur disant merci, d'agir pour que le futur ne soit pas catastrophique. En cela, le devoir de vigilance est la pointe avancée du droit de la compliance, qui lui-même est le prolongement du droit de la régulation. Et la directive, par exemple, a été anticipée par l'Allemagne, qui a instauré déjà une autorité de régulation sur le devoir de vigilance. Mon quatrième point, et j'en terminerai là, c'est que dans ce qui est en train déjà de se mettre en place, le juge est central. Ce qui est pour le coup un peu un choc pour l'esprit français, qui était habitué à avoir un législateur et une administration qui régnaient un peu seuls. Or, ce que l'on voit en régulation, en compliance, en vigilance, c'est le juge qui va arriver. Le juge va être très puissant. Pourquoi ? Non seulement parce que les lois ne sont pas forcément bien faites, et moins les lois sont bien faites et plus le juge va être puissant, parce qu'il y a beaucoup de droits administratifs où nous savons que le juge est très pressant, mais surtout parce que les parties prenantes vont être essentielles. Il y a non seulement les entreprises, mais il y a les parties prenantes, et que les parties prenantes vont amener les cas devant les juges en se revendiquant de droits, par exemple les droits des générations futures. Et ces parties prenantes vont apporter les cas, notamment aussi parce qu'il y a énormément de contrats, puisque la vigilance va se contractualiser, y compris en arbitrage international. Il y a un cas qui occupe énormément la France en ce moment, c'est l'affaire Total Ouganda, qui avec une extraterritorialité qui n'est pas que européenne, puisque c'est une affaire qui se passe en Ouganda et en Tanzanie, et qui est portée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Cela participe à ce qu'on appelle la juridictionnalisation de la compliance et de la vigilance, qui, je crois, n'est pas limitée à la France et qui peut-être a déjà gagné la Suisse, ce qui va amener les juges et à se former et à se spécialiser. Et de cela, nous n'en sommes qu'au début. Merci beaucoup, professeur Frison-Roche, pour cet éclairage. Cet éclairage dense et très complet. Et donc, venant face à cette législation qui avance, ce mouvement qui se met en place, se pose maintenant la question de la possible future influence de ce droit sur les entreprises suisses. Parce qu'on le sait qu'en Suisse, on a cette tendance à tout le temps un peu s'adapter à ce qui se fait chez nos voisins.
Et pour en parler, je vais passer le mot maintenant à la professeure Isabelle Chablot. Professeure Isabelle Chablot, vous êtes professeure ordinaire à l'Université de Fribourg depuis 2020. Vous y enseignez le droit commercial ainsi que le droit de la concurrence. Vous êtes également membre de la commission des offres d'achat ainsi que de la commission d'experts en matière de registre du commerce. Vous avez étudié le droit ici, à Fribourg, dans votre alma mater, ainsi qu'à Monash University, à Melbourne, en Australie. Vous avez obtenu un LLM. Vous avez obtenu votre doctorat en droit de la concurrence à l'Université de Fribourg en 2002 et votre thèse d'habilitation dans la même université en 2012. Après votre brevet d'avocate dans le canton de Berne en 2003, vous avez travaillé 2 ans comme collaboratrice auprès du secrétariat de la commission des offres publiques d'achat. Et de 2011 à 2020, vous avez enseigné la procédure civile aux avocats stagiaires auprès de l'université de Berne. En 2014, vous avez rejoint Unidistance. Jusqu'en 2019, vous y avez été également vice-rectrice d'enseignement. Et vous êtes revenu à l'Université de Fribourg en 2020 à la chaire de droit économique. La question que je vous posais, donc, quel est l'état des lieux actuels en droit suisse? Et eu égard à cette future question de vigilance, est-ce que nous pourrions arriver à fonder une responsabilité comme ce que prévoit la directive en l'état actuel? Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier l'ambassade de France et le PARAS d'avoir choisi notre université pour cet événement et aussi pour le choix du sujet, parce que le devoir de vigilance, on l'a entendu, est en concept français et il n'est pas sans nous interroger, nous Suisses, parce qu'effectivement on voit tous ces développements dans l'Union européenne, en France d'abord, dans l'Union européenne maintenant. Et pour commencer, je vais juste peut-être faire un point de la situation, où est-ce que nous en sommes, nous, en droit suisse. Eh bien, on a eu en 2015 un plan d'action du Conseil fédéral 2015-2019 avec 4 axes stratégiques qui restent toujours. Ce sont toujours ces, dans le plan qui a suivi, on les a repris. Le premier, c'était de participer à la conception des conditions cadres de la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises, notamment au sein des groupes de travail de l'OCDE. Donc, on a participé à la mise en place de ces conditions cadres, de sensibiliser et de soutenir les entreprises lors du passage à cette responsabilité sociale, mais pas par des mesures contraignantes, plutôt par des formations, des forums de dialogue, de renforcer la responsabilité sociale des entreprises dans les pays en développement, avec certains secteurs privilégiés comme celui du cacao, le secteur financier, on s'est intéressé à ces secteurs-là. Et puis, le dernier point qui va nous intéresser ce soir, c'est promouvoir la transparence dans les activités de responsabilité sociale des entreprises, notamment en harmonisant les rapports sur le développement durable et en les réduisant aux aspects aussi essentiels, pas qu'on se perde dans ces lots d'informations. Alors ça, c'était le plan. Et peut-être pour nos amis français, en Suisse, il est possible pour des citoyens de récolter au minimum 100 000 signatures et de faire inscrire un objet dans la Constitution fédérale. Et le Parlement, lui, peut opposer un contre-projet au niveau de la loi. Pourquoi est-ce que j'explique cela? Parce que c'est ce qui s'est passé dans ce domaine. On a des organisations, c'était même une coalition d'organisations de défense des droits humains et de l'environnement qui ont dit c'est bien joli ces 4 axes stratégiques, mais il faut aller plus loin. Il faut introduire en Suisse une responsabilité des multinationales pour les dégâts causés à l'environnement et aux droits
droits humains, donc l'initiative sur les multinationales responsables, qui, à vrai dire, n'est pas très éloignée de la proposition de directive européenne actuelle, la CS3D. Donc voilà, on aurait pour une fois été en avance. L'initiative a été soumise au peuple le 29 novembre 2020 et pour qu'une initiative passe, il faut une majorité des citoyens et une majorité des cantons. Et elle a obtenu la majorité, une courte majorité, 50,7% de voix positives au niveau des citoyens, mais pas la majorité des cantons. Donc le Parlement avait élaboré un contre-projet au niveau de la loi et lorsque l'initiative ne passe pas, eh bien c'est le contre-projet qui entre en vigueur. Donc on en est là au niveau de la loi. On a ce contre-projet qui a été élaboré et qui se fondait sur les règles qui étaient à l'époque en vigueur dans l'Union européenne. Donc c'est devoir de diligence dans les domaines des minerais provenant de zones de conflit et de travail des enfants. Donc dans ces deux domaines, il y a un devoir de, nous on l'appelle diligence, vigilance pour les grandes entreprises, et il y a maintenant aussi un devoir de transparence, un reporting. On a repris la directive qui était alors en vigueur dans l'Union européenne, la NFRD, et on parle de directive sur le reporting non financier. C'est qu'entre-temps, la terminologie a évolué. Donc, il s'agit pour les entreprises qui sont concernées de fournir des informations sur les risques engendrés en matière environnementale, sociale, de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, ainsi que les mesures adoptées dans ces domaines. Donc, on en est là, mais il faut savoir qu'au moment où il y a eu ce contre-projet qui a été élaboré, on savait que la directive européenne était en cours de révision et qu'elle était critiquée sur certains aspects. Et donc maintenant, on se retrouve dans la situation où, à partir de l'année prochaine, les grandes entreprises suisses vont devoir faire ce rapport sur les questions non financières, mais comme on l'a entendu, la CSRD peut s'appliquer aussi à ces mêmes entreprises parce qu'elle s'applique aux entreprises de pays tiers actives au sein de l'Union européenne si celles-ci remplissent des critères en matière de chiffre d'affaires, donc au niveau mondial 150 millions et dans l'UE 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc elle sera applicable dès 2028 pour ces pays tiers, si mes informations sont justes. Donc on se retrouve actuellement dans la situation où on a des entreprises suisses qui devront se conformer dès l'année prochaine à ce reporting aux normes suisses et puis ensuite aux normes européennes. Et puis il y a justement des différences qui sont quand même importantes. Nous on en est encore au système du comply or explain, c'est-à-dire soit on fournit les informations, soit on explique pourquoi on ne les fournit pas. Et puis, il n'y a pas de révision externe qui est prévue. C'était vraiment le système de la NFRD. Alors que dans la CSRD, on l'a entendu, c'est un aspect important. Maintenant, l'audit externe. Donc, ce n'est pas que le politique ne s'est pas rendu compte de la situation dans laquelle on se trouve, puisqu'il y a 10 jours, le 22 septembre 2023, le Conseil fédéral a pris acte donc de l'évolution du droit européen
en matière de gestion durable des entreprises et il a confirmé que le droit suisse allait être harmonisé avec les règles applicables au niveau international et il a fixé les grandes lignes d'un projet de loi qui va être envoyé très prochainement en consultation. Donc on sait déjà qu'on aura une uniformisation du champ d'application de ces directives et puis qu'on aura une adaptation. Donc il y aura le choix pour les entreprises suisses entre la norme européenne ou alors une norme jugée équivalente, par exemple celle de l'OCDE, pour se conformer à l'obligation de rendre compte. Donc on a un texte qu'on n'a pas encore appliqué et qu'on est déjà en train de réviser vu la vitesse où les évolutions ont lieu actuellement. Concernant les devoirs de diligence, là on en est sur la transparence, on parle de transparence, ces rapports de durabilité qui vont devoir être établis par les entreprises. Concernant les devoirs de diligence ou de vigilance, le Conseil fédéral a promis une analyse détaillée de la proposition de directive européenne, mais on a vu que ce n'est pas encore sûr, on est en pleine évolution à ce niveau-là, et on aura cette analyse à la fin 2023. Alors, ce qui est la question de la responsabilité, alors c'est clair que l'initiative sur les multinationales responsables prévoyait une responsabilité des sociétés mères ayant leur siège en Suisse pour les actes illicites, les atteintes aux droits humains et à l'environnement à l'étranger. On n'a pas plus de normes actuellement spécifiques sur ces questions, donc on discute entre nous juristes sur comment est-ce qu'on pourrait construire une telle responsabilité. Actuellement, il y a quand même le droit international privé qui fait que souvent c'est le droit étranger qui s'appliquerait dans ces situations-là et non le droit suisse qui éteint un peu le débat. Donc pas de normes spécifiques. En revanche, des sanctions pénales qui sont prévues si dans les rapports il y a de fausses informations, des informations trompeuses qui sont divulguées. Et là, peut-être pourrait-on construire une responsabilité, mais ce ne serait pas à l'égard des victimes, ce serait à l'égard des destinataires de ces rapports. Donc on n'est pas actuellement vers une responsabilité civile. Et maintenant, nous, en Suisse, on s'interroge aussi parce que quand on lit les rapports du Conseil fédéral, parce qu'on a dit qu'il faut donner des informations en matière de durabilité, mais il faut aussi prendre des mesures. Et le Conseil fédéral dit, mais en fait, il y a quand même, c'est pas que de la transparence, c'est un devoir de diligence implicite qui s'applique. Et c'est vrai que nous, on n'est pas tout à fait, enfin en tout cas moi, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais j'ai participé à une journée la semaine dernière sur ces questions-là, et on s'interroge quand même aussi en Suisse, est-ce que transparence rime quand même un peu avec diligence, ou est-ce que ça s'en éloigne? Et puis je serais ravie si on peut discuter de ces questions tout à l'heure. Voilà, merci. Merci professeur Chabot pour cet état des lieux précis et critique qui annonce en tout cas des sujets de discussion ultérieure. Je vais me tourner vers maintenant le monde des entreprises, le monde de la pratique, ceux qui sont sur le terrain, et je vais pour cela m'adresser maintenant à vous, monsieur Roussel. Donc également bienvenue à l'Université de Fribourg. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez été la plus grande partie de votre carrière présent au sein du groupe Bouygues. Vous avez, sauf erreur, commencé chez Bouygues principalement en Europe centrale, Pologne, République tchèque et Slovaquie, si je ne dis pas de bêtises, avant de rejoindre Colas, qui fait partie de ce groupe. Et vous êtes maintenant le directeur de Colas Suisse, qui est basé à Lausanne. Donc, quand nous avions préparé cette discussion, vous m'aviez dit que votre entreprise était très portée sur ces questions de durabilité, avec plusieurs piliers que vous aviez au sein de votre organisation d'entreprise.
quelle est simplement votre vue d'entreprise sur cette notion de vigilance sur la chaîne de valeur et sur cette notion de durabilité? Quelle est sa mise en œuvre à l'échelle en fait, de votre entreprise? Merci. Je voulais remercier Madame l'ambassadrice pour avoir invité, ainsi que Gilles Borg, chef du service économique, puis l'Université de Fribourg pour cet accueil. Donc pour répondre à votre question, nous sommes donc une société française et donc par rapport à ce que vous dites, vous avez dit juste avant, on a été impliqué assez tôt et donc depuis 4 ans, on a dû préparer un plan pour répondre à toutes ces contraintes. Donc non seulement au point de vue de la RSE, au point de vue de la compliance, donc on a développé un plan qui s'appelle ACT, donc c'est Act and Commit Together, qui est développé suivant 8 piliers. Je les ai là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, je vais peut-être vous donner plus des détails, des sujets qu'on est obligé de mettre en place. Nous sommes dans 50 pays. Aujourd'hui, donc comme vous dites, les 50 millions, on fait 20 milliards, 200 millions en Suisse, donc forcément on est un peu obligé de les faire. Et donc ça nous a demandé de réfléchir, de mettre en place ces 8 piliers. Donc, les 8 piliers, il y a par exemple le souci du client, et donc par exemple de trouver des vraies solutions pour nos usagers, pour nos voisins. On a un autre pilier qui est la réduction du bilan carbone, qui est aussi un enjeu important actuellement. On a l'énergie circulaire. Aujourd'hui, on fait des routes, on construit des routes, mais on a aussi des carrières. Donc aujourd'hui, on extrait de la roche noble pour faire des routes, et souvent on rabote les routes et on jette ces matériaux. Donc on a réfléchi comment pouvoir réutiliser les matériaux qu'on rabote pour remettre en place. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les différents sujets auxquels on est confronté. Donc je vais prendre par exemple, comme vous dites, il y a des engagements qui sont forts aujourd'hui. On ne peut plus attendre. Donc typiquement pour l'empreinte carbone, le CO2, on a analysé il y a 3 ans notre consommation, combien on génère de carbone au sein de Colas Monde. On a analysé, c'est conséquent. Et ensuite, on a pris un engagement qu'en 2030, on doit réduire de 30% ces émissions, avec des vrais enjeux, avec des vrais KPI qui sont imposés, lesquels on suit. Je vais vous donner quelques exemples. En 2030, toutes nos flottes électriques, véhicules personnels et utilitaires, devront être électriques. Aujourd'hui, même si j'entends que l'entreprise a tout l'argent pour le faire, ça coûte aussi. Aujourd'hui, les technologies, si on prend les véhicules, coûtent cher. Un véhicule électrique coûte plus cher qu'un véhicule thermique. Donc ça, c'est un exemple. Et donc tous ces engagements, donc on a à peu près 150 engagements, qu'on déploie dans chaque pays, parce qu'on a ce devoir. Donc il n'y a pas seulement le côté environnemental, il y a aussi le côté sociétal, il y a au point de vue des ressources humaines, l'équité entre les femmes et les hommes, il y a sur la chaîne de valeur, on a énormément de fournisseurs, que ce soit en ciment, mais aussi, vous avez parlé de Total, on doit faire les routes à base de bitume. Le bitume vient des raffineries, donc on a aussi ces enjeux. Donc on a des engagements maintenant forts avec nos fournisseurs et nos sous-traitants pour garder et être sûr qu'au point de vue sociétal, au point de vue humain, au point de vue de la manière dont on produit nos besoins soient en règle. Donc voilà. Je vais juste maintenant développer ça en Suisse. Donc par exemple, on a une carrière où on extrait des gravillons et des agrégats pour le ferroviaire, qui est à Villeneuve, à côté de Montreux. Jusque pendant 100 ans, on concassait des matériaux à 250 mètres en hauteur, et on laissait dévaler les cailloux le long de la montagne. Ça faisait une fumée et de poussière tous les jours. Donc on dynamitait depuis 100 ans. On dynamite en haut, on fait dévaler les cailloux arrivent en bas, alors il y a des impacts, c'est assez compliqué. Donc on a décidé il y a 3 ans de creuser à l'intérieur de la montagne. Donc on a lancé ce projet en début d'année en faisant des tunnels. On va faire 2 km de tunnels comme une mine de charbon, si vous avez déjà visité. Et on va créer des cavernes à l'intérieur de la montagne. Ce qui fait que visuellement, on n'aura plus les cailloux qui vont dévaler la pente, on n'aura plus de fumée, on aura juste 2 petites ouvertures de 4 mètres de diamètre.
et on va creuser à l'intérieur de ces montagnes pour extraire les cailloux. Et dans le cadre, il y a aussi un sujet en Suisse, par exemple, des terrains qui sont très difficiles à voir pour faire des décharges donc de matériaux inertes comme de la terre ou des graviers, et on va re-remplir cette carrière dans les cavernes de matériaux inertes. Donc on s'inscrit vraiment dans une volonté responsable, environnementale, au point de vue des riverains, des nuisances, de remettre de la biodiversité, parce que ce flanc de falaise, on va le revégétaliser avec des arbres. On a remis la biodiversité. Aujourd'hui, il y a des animaux qu'on n'avait plus qui reviennent. On a des abeilles qui reviennent exactement sur le lieu. Et toute cette production de cailloux se fera à l'intérieur. Donc c'est juste pour donner... On a eu la chance, enfin je sais pas si c'est la chance, parce que des fois c'est pas une chance d'être un groupe français en Suisse, mais pour le cas de la RSE, j'en suis conscient, c'est un avantage puisqu'on était contraint de mettre ces 150 actions en place. Donc ça c'est une force qu'on déploie dans le monde entier. Et donc de ce fait-là, en Suisse, on a déjà des actions concrètes qui vont s'inscrire dans l'application de cette norme en Suisse. Voilà. Après, je mettrai juste un bémol. Je suis peut-être là, tout va pas si bien que ça. On est dans le monde de l'entreprise. On a aussi développé des produits, je vais dire, à responsabilité sociétale ou environnementale. Aujourd'hui, par exemple, on a des produits de route. Aujourd'hui, la route, si vous savez, il y a du bitume à l'intérieur. C'est des cailloux et des bitumes qui sont collés ensemble, qui font la route. Le bitume, c'est pas un produit noble, c'est issu de la distillation du pétrole, mais on a des produits liants à base de végétaux. Et donc aujourd'hui, on peut faire des routes sans bitume, végétales avec des pierres, avec des cailloux. Et aujourd'hui, on a ce produit qui existe, on doit le faire certifier en Suisse, mais on a des difficultés à le mettre en Suisse, parce qu'aujourd'hui, nos clients sont publics ou privés. Comme ces produits ne sont pas forcément certifiés ou ils sortent un peu des normes, on a aussi du mal, nous, en côté entreprise, à mettre en place ces produits. Et donc ça, c'est aussi une réalité. Nous, côté entreprise, on a à faire face. Voilà, donc c'était juste pour donner, alors, je ne sais pas si ça répond, mais à travers ce qu'on fait au corps du groupe, et après ce qu'on déploie en Suisse. Très bien, merci. Merci M. Boussin. Avant de donner, peut-être réagir sur ce que chacun a dit, je vais vous laisser déjà l'occasion, peut-être si vous voulez, spontanément réagir sur quelque chose qui a été dit par l'un d'entre vous. Si ce n'est... Oui, professeur Chabot. Je me demandais si c'est une question de certification de ces produits ou c'est aussi dû au marché des offres publiques, les marchés publics où on doit prendre quand même, maintenant les critères d'environnement sont aussi pris en compte, mais c'est le prix qui compte. Je pense qu'ils sont plus chers, non? Ces produits plus... Certains, alors pour répondre à votre question, il y a les appels d'offres publics et privés. Donc disons, pour les privés, c'est un peu plus simple de passer des produits innovants. Dans le domaine public, c'est sûr qu'on a un appel d'offres, on a des contraintes à respecter. Et il s'avère que certains des produits sont effectivement plus chers. Donc c'est toute la problématique entre nos donneurs d'ordre public qui souhaiteraient avancer et avoir des meilleurs résultats, soit sur le bilan carbone, soit sur les produits. Mais aujourd'hui, effectivement, certains produits sont plus chers. Après, je me rends compte qu'aujourd'hui en Suisse, les demandes dans les appels d'offres publics, ce sont des demandes de moyens. C'est-à-dire qu'on dit, par exemple, je voudrais une route qui fasse 20 cm. En France, je ne vais pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est pas le propos, c'est juste de dire qu'en France, on demande un résultat. On veut une route pour 10 ans. Donc elle peut faire 12 cm la route, c'est qu'elle doit durer 10 ans. En Suisse, on veut une route de 20 cm. Et donc, du coup, on a du mal, nous, à proposer des produits équivalents c'est cette problématique-là qu'on est confronté. Et ensuite, on a aussi les petites entreprises, les PME, qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes contraintes que nous et qui aussi, c'est aussi pour nous en tant qu'entreprise privée, on a une concurrence qui est un peu différente entre des grands groupes et nos PME qui n'ont pas les mêmes contraintes.
Si, je voulais passer la parole à la professeure Pizan-Roche. C'est juste pour amener deux éléments factuels, parce que les cas sont en train d'arriver très très vite, et vous avez évoqué le pénal, soit pour l'exclure, soit au contraire pour l'amener. Il y a des sanctions pénales. Oui, mais ce qui arrive, c'est le droit commun du pénal. Parce que dans une des questions essentielles dans l'avenir de la semaine prochaine, c'est de savoir si ces questions de vigilance vont rester enfermées dans la loi de 2017 ou bien dans la directive particulière, ou bien si les parties prenantes et les ONG vont utiliser le droit commun pour demander des comptes aux grands groupes. Et hier, les 4 ONG ont attaqué Total, puisque Total a l'air d'être le corps disséqué sur lequel on est en train de faire les expérimentations. Donc, a attaqué Total en droit pénal général. Ce qui fait suite à une autre assignation également sur le droit commun à travers la tromperie, plutôt que sur les textes spéciaux sur l'information. Et de la même façon, tout ça étant public puisqu'on communique énormément sur les assignations, non seulement les ONG attaquent, mais les syndicats attaquent. Et donc un syndicat a attaqué le groupe La Poste sur les chaînes de valeur en demandant communication de toutes les informations, de tous les contrats sur la chaîne de valeur à partir du droit commun. Donc quand bien même, par exemple, le droit suisse serait plus ou moins immune au droit de l'Union européenne par le droit du travail, puisque vous à très juste titre, vous évoquiez les droits humains et pas seulement le droit de l'environnement. Ce sont des textes spéciaux qui vont concerner l'environnement, mais surtout, dans un futur immédiat, les droits humains, c'est-à-dire les relations sociales, c'est-à-dire le droit du travail, et les cas vont se développer sur les textes spéciaux, mais également sur les droits communs, et les cas se multiplient de jour en jour, avec au centre des juges qui vont peut-être ne pas trop savoir quoi répondre. Certainement en Suisse, ils vont savoir très bien quoi répondre, mais je regarde sur la Cour de justice ou bien sur la France, ils vont quand même avoir du mal éventuellement, et c'est pour ça que les entreprises, par exemple, si on ne devait donner qu'un conseil aux entreprises, qu'elles soient françaises, suisses ou quelle que soit leur nationalité, ce serait de préparer la preuve de les diligences et de la transparence dont ils vont devoir rendre compte avant tout devant les juges. Et au niveau de cette dissociation, transparence, vigilance, est-ce que vous voyez... Alors, moi j'en vois une qui me paraît extrêmement forte, c'est-à-dire que la transparence ne consiste que dans l'obligation de dire ce que l'on fait, ce qui est un premier pas, qui est d'ailleurs la solution américaine, alors que la vigilance, point avancé de la compliance, c'est une obligation de faire. Et donc, c'est beaucoup plus contraignant. D'ailleurs, ce que a dit d'une façon très intéressante notre conférencier, c'est tout ce qu'il fait. Et en disant qu'il le fait spontanément, mais ça correspond tout à fait à la loi de 2017. Et nous allons, en tout cas en Europe, vers une obligation de faire. Et le grand sujet en droit, c'est de savoir quel est le degré de contrainte de cette obligation d'agir, et non pas seulement de dire simplement ce que l'on fait, parce qu'on pourrait très bien dire « je vous dis tout ce que je fais, mais je ne fais pas beaucoup ». Mais regardez, je donne beaucoup d'argent à mes actionnaires ou bien à mes salariés, enfin voilà. Mais j'ai parfaitement satisfait à mon obligation légale puisque je vous dis tout ce que je fais. Alors que ce qui est l'esprit de la loi en Europe, c'est d'obliger à agir pour accroître la qualité de l'environnement et la qualité des droits humains. Et donc l'un des grands enjeux, et là le vocabulaire est extrêmement classique, c'est de savoir si c'est une obligation de résultat, si c'est une obligation de moyens, si c'est une obligation de moyens renforcés au regard du but. Et comme les buts sont très élevés, on comprend que c'est avec une certaine impatience, voire angoisse,
que les entreprises attendent du juge qu'il dise quel est le degré de contrainte de cette obligation d'action qui va peser sur elle. Alors pour l'instant, car en France on dispose de 3 jugements en tout et pour tout, les juges semblent dire que, et ça paraît naturel, et les régulateurs le disent aussi, que ce n'est qu'une obligation de moyens, mais qui pose quand même sur une obligation d'action qui dépasse donc la simple obligation de transparence. Vous avez évoqué le terme contraint d'une certaine manière. Tournez vers vous, M. Roussel. Au niveau des entreprises, est-ce que parfois les entreprises disent on n'a pas besoin de contraintes parce qu'on le fait nous-mêmes, mais parfois, d'après ce que vous dites, la contrainte serait souhaitée sur certaines normes pour que ce que vous proposez soit accepté par les clients sur le marché. Comment est-ce que vous modulez, on va dire, ou gérez ces contradictions dans une entreprise comme la vôtre? Je pense qu'il faut des contraintes pour qu'on avance, parce qu'on va très vite dans le mur. Je pense qu'il faut qu'on freine vite. Donc, tant qu'il n'y avait pas ces lois, on faisait plus de la communication qu'autre chose. Voilà, on va le dire. Depuis qu'il y a cette contrainte de normes de loi, on va plus vite. Donc ça, voilà. Sauf que cette contrainte, soit par le développement de nouvelles technologies, du R&D, coûte. Ça coûte. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui prennent en charge. C'est les certifications coûtent. Nous, on est prêt à mettre des nouveaux moyens. Alors, comme je donnais comme exemple, ça coûte, je prends un exemple concret, on a décidé, avant la fin de l'année, que tous nos employés dans le monde entier aient fait la fête du climat. Donc, c'est un engagement fort. On fait 80 000 personnes, fête du climat. Et ça coûte. Donc ça, c'est les coûts. Après, ce qu'il faudrait, c'est que de l'autre côté, nos clients acceptent d'impacter ce coût, parce qu'on ne peut pas créer des produits, des îlots de chaleur. Aujourd'hui, on est promoteur de ces îlots de chaleur, tout le monde en parle pour mettre des îlots de chaleur dans les villes. On n'a pas les clients qui sont prêts ni à payer, ni à les mettre en œuvre. Donc on a des contraintes, c'est bien, on avance, je pense qu'on a avancé très vite en quelques années. Ce qu'on disait, moi je me souviens, il y a 5 ans, on parlait que de chiffres dans nos bilans. Aujourd'hui, c'est d'abord le RSE, c'est même plus les financiers. Ça, c'est un changement de paradigme qui a eu lieu il y a 4 ans. Donc aujourd'hui, moi, tous mes budgets que je présente à ma direction, c'est d'abord RSE, ensuite les chiffres. Par contre, on a nous une contrainte, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à mettre en place tout ça, parce que c'est un problème d'argent. Pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure, pas que nous, il y aura un impact sur l'argent, nos clients aussi. Merci. Je décide maintenant d'ouvrir peut-être la discussion avec le public. Quelles seraient vos questions, remarques? Il y a votre temps, je vous demanderai juste d'être assez bref dans vos questions. Il y a des questions. Oui, professeur Pichon. Merci d'abord pour ce débat, c'est tout à fait fascinant, on voit la difficulté de transposer et d'avoir une réaction. Peut-être une question sous forme de remarque et de question liée à cette responsabilité ex ante dont vous parliez, professeur Frison-Roche. Parce qu'évidemment, il y a un devoir, il y a une sanction, et justement, le degré de sanction me pose un certain nombre de questions. Si c'est une obligation de moyens, évidemment, la première difficulté, c'est que le fardeau de la preuve du défaut de diligence repose quand même, non pas sur l'entreprise, mais sur la personne qui tire un droit de cette violation de diligence. Ça, c'est la première difficulté. Et puis ensuite, les conséquences du défaut de diligence vont être difficiles à démontrer ici. Donc, dans le cadre, par exemple, des travaux que le European Law Institute a effectués sur justement les questions de droits humains et entreprises et chaînes de valeur, l'une des propositions, c'était d'avoir des moyens collectifs pour essayer de faire respecter ces devoirs de vigilance ou de diligence. Et je me pose la question si ça ne répondrait pas en partie au souci de M. Roussel, qui dit nous on fait du bon travail, mais en fait ça ne suit pas derrière. Donc peut-être que s'il y avait disons des moyens plus collectifs, ça permettrait aussi à ceux qui ne mettent pas en œuvre, mais qui bénéficient peut-être de la difficulté de
transformer ça en procédure judiciaire, de devoir s'appliquer à respecter ces obligations de moyens. Donc est-ce que vraiment c'est pas un tigre de papier, l'ensemble, je suis un peu provocateur, mais est-ce que vraiment la mise en œuvre est suffisante? Alors, la notion de responsabilité ex ante, elle est absolument centrale dans le droit de la compliance et dans la vigilance, puisque il faut obtenir que les entreprises fassent quelque chose pour le futur. Et effectivement, elle a lien avec le fardeau de la preuve. C'est-à-dire, qui doit prouver? Est-ce que c'est classiquement la personne qui va demander des comptes? Et avec la question de savoir qui peut demander les comptes, je laisse de côté cette question par ailleurs absolument essentielle et actuellement débattue devant la Cour d'appel de Paris dans 2 contentieux, l'un qui concerne Engie et l'autre qui concerne EDF, vous voyez, 2 grosses bêtes sur le droit de demander des comptes au titre du devoir de vigilance. La question du fardeau de la preuve, c'est dans mon esprit, c'est l'entreprise qui le supporte. Parce que c'est l'entreprise qui a un devoir de vigilance. Et le devoir de vigilance, il est d'origine légale, même si elle le contractualise par ailleurs. Donc comme c'est elle qui supporte le devoir de vigilance, il faut, mais il suffit que quelqu'un donne une vraisemblance comme quoi elle ne l'a pas exécuté, ce qu'on appelle le fardeau de la vraisemblance en technique probatoire, pour qu'à ce moment-là, ça contraigne l'entreprise à devoir démontrer qu'elle a bien exécuté son obligation légale. Et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel que les entreprises documentent, comme on dit, la façon dont elles s'organisent pour satisfaire leurs obligations légales. Donc un des grands enjeux dans cette branche du droit qui est en train de se construire, c'est cette construction d'un système probatoire de la compliance. Dans un des ouvrages suivants sur la juridictionnalisation de la compliance, il y a un article d'une 50aine de pages qui porte exclusivement sur le fardeau de la preuve, parce que l'ONG, par exemple, ou le syndicat, n'aura comme charge de probatoire que de montrer qu'il est vraisemblable que l'entreprise n'ait pas exécuté son obligation. Mais l'entreprise va devoir démontrer qu'elle l'a effectivement exécuté parce que c'est la loi qui lui a mis sur les épaules et non pas une simple situation factuelle. Si c'est à peu près clair ce que je viens de dire, parce que pour les juges déjà c'est pas très clair, donc je comprendrai que ça a été un peu sibyllin comme réponse. Le deuxième point, c'est que c'est une responsabilité ex ante et que donc c'est pas du tout un tigre de papier. Je crois que les entreprises aimeraient que ce soit ainsi et que donc elles puissent se contenter pour certaines d'elles de continuer à être simple discours marketing, parce que comme c'est une responsabilité ex ante, ce que les juges vont avoir tendance à faire, c'est de ne pas se contenter d'éventuellement les condamner à des dommages et intérêts pour des pertes de chance ou des choses de ce type avec des problèmes d'évaluation, mais des obligations de faire avec des obligations d'agir que l'on va retrouver typiquement dans la question de l'environnement par exemple, mais qu'on va retrouver aussi dans les droits humains, particulièrement en matière de harcèlement, avec des obligations d'éducation, avec des obligations de revoir leur propre management à l'intérieur des entreprises, puisqu'il faut faire en sorte que le futur de l'entreprise
l'entreprise soit changée, c'est là où on retrouve un peu la CSRD avec la double matérialité, c'est-à-dire que l'entreprise doit, dans le futur, changer son extérieur, mais également se changer elle-même pour que cela change. Et donc, pour que à l'avenir, ce soit différent. Donc, c'est vraiment l'avenir. Et puis, le troisième point qui est très important, qui est ce que vous appelez à très juste titre les moyens collectifs. Parce que si tout ça est arrivé, mais pourquoi est-ce que tout ça nous est arrivé en 2017 ? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'en parler ici, alors qu'avant, quand on était bien tranquille avec notre droit privé, notre droit public, notre droit des contrats, tout ce qu'on avait appris à l'université, et maintenant il faut tout oublier et tout réapprendre de quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Bon, eh bien parce que nous avons des choses tout à fait nouvelles, tout à fait éventuellement effrayantes, voire tout à fait enthousiasmantes, si nous voulons, je me tourne vers vous, que par exemple, les femmes soient vraiment en égalité avec les hommes. Est-ce que ce ne serait pas formidable, ça, hein? Bon, alors, comme nous sommes dans une situation tout à fait nouvelle, imaginons. Bon, eh bien, nous sommes quand même extrêmement faibles. La première chose qu'il faudrait dire, c'est que les États sont faibles, les personnes sont faibles, les entreprises sont faibles. Nous sommes dans des choses où le territoire est assez isolé, que le droit lui-même est très faible, parce que le droit se pense par rapport au territoire, et que nous sommes dans des phénomènes, car nous n'avons jamais parlé du numérique. Et le numérique, il est plein d'obligations de vigilance sur le contenu, par exemple, de ce qui est publié sur le numérique. Et le numérique, il est assez libéré des questions de territoire. Donc nous sommes tous extrêmement faibles et il faut tout favoriser dans le collectif. Comment est-ce que le collectif il peut être favorisé ? D'abord par ce droit extraordinairement nouveau et qui nous met quand même tous un peu mal à l'aise, ne serait-ce que par rapport à notre propre savoir. Deuxièmement, par l'extraterritorialité qui caractérise tous ces moyens et qu'on a aussi quand même du mal à assimiler. Mais pour ma part, je trouve extrêmement bénéfique. Et ensuite, par le rapprochement. Si je prends les différents cas qui viennent de se passer, je vais prendre un cas tout nouveau qui date à peu près d'il y a 15 jours, c'est l'affaire Idemia. L'affaire Idemia, c'est également un problème de vigilance. Or, il y a eu une médiation. Et une médiation qui a réussi. Nous avons donc des conflits extrêmement violents avec des ONG qui passent au pénal, qui s'accusent de choses épouvantables dans les entreprises, pendant que les entreprises disent que ce sont d'épouvantables maîtres chanteurs, soit capturés par la CIA, soit par les Russes, ça dépend le journal que vous ouvrez. Mais à travers cela, vous avez une possibilité d'émettre des médiations. Et dans l'affaire Idemia et dans l'affaire Danone, ce sont les deux affaires où les juges ont réussi à mettre des médiations. Pourquoi est-ce que la médiation, c'est formidable alors que nous sommes dans une matière bourrée d'ordre public et d'ordre public international? Pourquoi c'est formidable? Parce que la médiation, ça permet de dégager des solutions. Des solutions plus ou moins bonnes, plus ou moins formidables. Mais là, c'est aussi une obligation de moyens. Et quand on regarde la fabrication des plans de vigilance, le plan de vigilance, je parle sous votre contrôle, il est pas fait par l'entreprise toute seule. L'idéal d'un plan de vigilance, ça sera que les ONG viennent à la table et que, comme les plans de vigilance sont revus tous les ans et sont fabriqués dans un processus, ce soit fait collectivement. Donc, dans le futur de ce que sera la vigilance, ce sera une vigilance collective. Effectivement. Merci. On a encore 6 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Merci pour ces présentations précises et synthétiques. J'aimerais poser une question sur la conformité des entreprises aux critères RSE. Pensez-vous en particulier qu'il existe par essence des entreprises exclues de cette RSE, des critères ESG? Je pense au cas particulier des industries de défense, puisque c'est le cadre de mon mémoire actuel. Pensez-vous que les entreprises de défense sont par essence exclues des critères ESG? Je vous remercie. Je ne pas bon puisque je viens de passer 5 ans dans une entreprise de
peux vous donner la réponse qui est que non, elles ne sont pas exclues. Absolument pas. Et elles sont extrêmement vigilantes, justement, à être extrêmement en ligne avec ces voies. Lorsque je suis arrivée dans cette entreprise en 2018, la première chose dont on a parlé, la première chose dont je n'avais jamais entendu parler dans l'administration. Moi j'étais ambassadeur, je n'avais jamais entendu. Désolée vraiment pour les législateurs, mais on a parlé de la loi Sapin. Première chose, premier jour, la loi Sapin. Et formation à l'anticorruption, tous ces éléments-là. Très vite, et vous avez mentionné la rapidité du mouvement, et notre ça, mesdames, vous avez également mentionné ça. La RSE, l'environnement, alors pas uniquement pour des raisons d'amour de l'humanité, mais aussi parce que les investisseurs sont là. Les investisseurs aujourd'hui, pour toutes les entreprises, ils regardent tous ces rapports qui sont non financiers, mais ils regardent vraiment ce que font les entreprises dans ce secteur. Respect des droits humains, respect de l'environnement, égalité hommes-femmes, inclusivité. Donc il y a aucune entreprise qui peut s'abstraire de ça. Et au-delà du contrôle des exportations des matériels de défense, parce qu'évidemment les entreprises pourraient dire, mais finalement nous, on est déjà contrôlé par l'État, puisque on a contrôle l'export, et que l'État regarde tout un tas de critères, et notamment les droits humains. Mais non, ça ne s'arrête pas là, parce que ça c'est une responsabilité de l'État. Mais derrière, il y a quand même la responsabilité de l'entreprise, et c'est ce devoir de vigilance derrière. Donc vraiment, pour votre mémoire, je peux vous assurer qu'il faut regarder ça dans le détail et que les entreprises de défense sont totalement en ligne avec ces réglementations. Alors elles ne sont pas parfaites non plus, hein. Il n'y a pas peut-être le juge ne s'est pas encore penché complètement sur leur capacité à tout respecter, mais réellement, moi j'ai vu ça en 5 ans dans cette entreprise-là. Tous ces éléments-là ont été pris en compte les uns après les autres et avec des équipes qui se sont constituées pour pouvoir le mettre en œuvre dans l'entreprise et dans le réseau mondial de l'entreprise. Merci. Non, mais bon, c'était inattendu, mais je tiens quand même à remercier déjà professeur et monsieur pour ces échanges. Je remercie particulièrement l'ambassade de France en Suisse, Madame l'ambassadrice Farada. Je remercie Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, Monsieur François Courant et Madame Sylvie L. Je remercie aussi bien sûr le think tank Forhouse par la voix de sa présidente, Madame Elisa Cadelli, et son co-directeur, Monsieur Darius Farman, qui malheureusement n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Puis last but not least, je remercie bien sûr l'Université de Fribourg et la chaire de droit économique, ainsi que l'Institut droit et économie de l'Université de Fribourg, dirigé par la professeure Chabot, et puis l'ensemble de son équipe, particulièrement Maître Alexandre Keller, et puis Monsieur Nicolas Aymon.